À l'école, une brute s'en prend à une jeune fille noire. Jusqu'à ce qu'elle appelle son père, le général 4 étoiles le plus meurtrier du pays. Du sang coule du nez de Zoé, tandis que des rires résonnent dans le couloir vide. À cet instant, elle réalise qu'elle a franchi le point de non-retour. Ce qui allait se passer changerait à jamais l'élégant Westmont College, lorsque son père, un homme qui avait commandé des opérations militaires secrètes sur 6 continents et dont la seule évocation faisait trembler les généraux étrangers, découvrirait ce qui arrivait à sa fille depuis des mois. Le tyran ne le savait pas, mais il venait de réveiller un prédateur endormi, un homme qui avait juré de ne plus jamais tuer, mais dont les talents de stratège étaient sur le point de transformer une école d'élite en un champ de bataille silencieux. Zoé Parker essuie le sang avec la manche de son uniforme bleu marine en se levant du sol de marbre. À 16 ans, elle est la seule étudiante noire boursière en dernière année du prestigieux Westmont College, une institution qui forme depuis des générations les enfants de l'élite de Rivercrest. Avec des notes brillantes et un talent extraordinaire pour les mathématiques, elle avait obtenu une bourse complète que sa mère, infirmière, n'aurait jamais pu s'offrir. « La prochaine fois, tu apprendras à rester à ta place, mon élève », lui dit Ethan Whitley, fils du directeur de l'école et capitaine de l'équipe de natation. Ses yeux bleus froids ne montrent aucun remords, alors qu'il brandit la bague avec l'écusson familial qu'il vient d'utiliser pour frapper Zoé au visage lorsqu'elle refuse de faire son travail de calcul. À ses côtés, ses inséparables compagnons rient. Blake Reynolds, le fils du maire, et Marcus Collins, dont le père possédait la moitié des propriétés commerciales de la ville, formaient ce que tout le monde sur le campus appelait les incorruptibles, des jeunes gens privilégiés qui semblaient à l'abri de toute conséquence. « Mon père va le savoir », murmure Zoé, qui goûte encore la saveur métallique du sang. Le rire débauché d'Ethan retentit. « Ton père ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Appeler la directrice Harper ? Elle joue au golf avec mon père tous les dimanches. » Il s'est rapproché, intimidant. De plus, personne ne croira une fille boursière contre nous trois. Sa parole contre la nôtre. Ce qu'Ethan ne savait pas, c'est que le père de Zoé n'était pas un militaire comme les autres. Le général Victor Bennett avait mené des opérations tactiques qui ne figureraient jamais dans les livres d'histoire. Légende silencieuse des forces armées, il occupait actuellement le poste de conseiller à la sécurité nationale. Par choix, il a tenu sa fille à l'écart des projecteurs, lui permettant de grandir dans une certaine normalité en utilisant le nom de famille de sa mère à l'école. Alors qu'elle traverse le parking d'un Pamosad après l'incident, Zoé remarque que la secrétaire du directeur, Madame Palmer, l'observe de loin. La femme détourne rapidement le regard lorsque leurs yeux se croisent, un autre témoin silencieux des abus qui ont lieu quotidiennement dans les couloirs de cette institution. Chez elle, dans le modeste appartement qu'elle partage avec sa mère, Zoé hésite avant de décrocher son téléphone portable. Elle avait promis de ne jamais utiliser ce numéro, sauf en cas d'urgence absolue. Son père lui avait expliqué qu'il s'agissait d'une ligne sécurisée, quasiment intraçable. Seulement en cas de vie ou de mort, Zoé, avait-il dit le jour où il était parti pour sa dernière mission. Ses doigts se posèrent sur le clavier, tandis qu'elle envisageait les conséquences. Le harcèlement n'avait cessé d'empirer depuis des mois. Au début, il ne s'agissait que de commentaires sur ses cheveux, sa peau, son statut d'étudiante boursière. Puis sont venus les accidents. Disparition de papier, substances renversées dans son sac à dos, exclusion délibérée. Aujourd'hui, pour la première fois, la violence est devenue physique. Le nez encore douloureux, un bleu en formation, Zoé prend sa décision. Elle tape un message court et précis « J'ai besoin de toi, papa ». Code bleu. Dans son vocabulaire familier, code bleu signifiait danger imminent, situation qu'elle ne pouvait résoudre seule. La réponse arrive en moins de 2 minutes « Je serai là dans 48 heures ». Ne faites rien. Documentez tout. Faites-moi confiance. Zoé savait ce que cela signifiait. Son père, le stratège qui n'a jamais perdu une bataille, allait revenir. Et lorsque le général Victor Bennett entrait sur un champ de bataille, même s'il s'agissait d'un champ de bataille social, il ne laissait aucun survivant. Si vous appréciez cette histoire de justice et de rédemption, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre le déroulement de ce rebondissement qui promet de secouer les structures de pouvoir de Westmont. Que se passera-t-il lorsque l'un des soldats les plus meurtriers du pays découvrira que sa fille a été agressée par des jeunes hommes qui se croient au-dessus des lois? Continuez à regarder pour le savoir. Le lendemain matin, Zoé Parker se regarde dans le miroir de la salle de bain. L'échymose violette sous son œil droit et son nez enflé raconte une histoire qu'elle ne peut pas cacher. Sa mère, Diana, infirmière en chef de l'hôpital municipal, s'effondre presque à la vue du visage de sa fille. « Mon Dieu, Zoé, qu'est-ce qui s'est passé ?» Diana touche doucement le visage meurtri de sa fille, des années d'expérience médicale lui permettant d'évaluer les dégâts. C'était Ethan Whitley, avec cette stupide bague de sa famille. Zoé essaya de paraître décontractée, mais sa voix tremblait.
Il voulait que je fasse le travail de calcul pour lui. Diana Parker pâlit. En tant qu'infirmière en chef, elle connaissait bien la famille Whitley. Le surintendant Gregory Whitley contrôlait le conseil d'administration de l'hôpital où elle travaillait. Une plainte contre son fils pourrait facilement lui coûter son poste. J'ai appelé papa, avoue finalement Zoé. J'ai utilisé le numéro d'urgence. Un silence pesant envahit le petit appartement. Diana et Victor sont séparés depuis 5 ans, depuis que les missions militaires constantes ont rendu leur mariage intenable. Es-tu sûr que c'était nécessaire ? Demande Diana, une véritable inquiétude dans la voix. Elle ne connaissait que trop bien son mari. Lorsque Victor Bennett passait en mode tactique, rien ne se mettait en travers de son chemin. J'ai tout essayé. J'ai parlé aux professeurs, aux conseillers scolaires. Personne ne m'écoute. Les intouchables sont protégés par leur famille. Zoé montre son téléphone portable, où elle a consigné des mois d'insultes et de messages menaçants. Dans la salle de réunion privée de l'hôtel de ville de Rivercrest, 3 hommes puissants prennent un café. Le maire Lawrence Reynolds consulte sa montre en or tout en s'entretenant avec Gregory Whitley et Richard Collins, président de l'Association des entreprises. Le projet de nouveau complexe sportif est pratiquement garanti, sourit Reynolds, satisfait. Avec vous qui contrôlez le conseil scolaire, Greg et Richard qui gèrent le terrain, nous avons tout ce qu'il faut pour commencer la construction. Mon fils dit qu'il y a un étudiant boursier à problème à Westmont, commenta Whitley avec désinvolture. Une fille appelée Parker. Je crois que c'est la fille de l'infirmière de l'hôpital de la ville. Diana Parker ? Demanda Collins en fronçant les sourcils. Elle a refusé de falsifier certains rapports médicaux dont nous avions besoin pour l'assurance du centre commercial. Une dure à cuire. Le maire haussa les épaules. Il est peut-être temps de revoir le programme de bourse. Westmont a toujours été une école pour les familles qui comprennent le fonctionnement de notre communauté. Au Westmont College, Zoé a fait profil bas, suivant les instructions de son père. Documenter tout, ne pas réagir, ne pas attirer l'attention sur soi. Elle a enregistré Ethan et ses amis en train d'intimider d'autres étudiants, de tricher aux examens, et même un professeur qui a ignoré Marcus Collins lorsqu'il a griffonné des insultes sur le bureau d'un étudiant asiatique. Pendant le déjeuner, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une fille aux cheveux roux s'est assise à côté de lui à la table vide de la cafétéria. « Je m'appelle Olivia Ramirez », se présente-t-elle. Nouvelle étudiante en échange. J'ai vu ce qu'Ethan t'a fait hier. Zoé la regarde avec méfiance. Tu ne devrais pas t'asseoir ici. Vous allez ternir votre réputation avant même de commencer. Olivia sourit. Je me fiche de la réputation. Mon père est un journaliste d'investigation. Il m'a appris à reconnaître l'injustice quand je la vois. Pour la première fois depuis des mois, Zoé a ressenti une lueur d'espoir. Peut-être n'était-elle pas complètement seule. Dans le couloir, après le déjeuner, les incorruptibles entourent à nouveau Zoé, sans savoir qu'Olivia filme discrètement la scène avec son téléphone portable, quelques mètres plus loin. « J'ai entendu dire que tu t'étais plaint de moi à la direction », dit Ethan en poussant Zoé contre les casiers. « Je croyais qu'on avait réglé ça hier. »« Je n'ai rien dit », répond Zoé en gardant son sang-froid, se rappelant les paroles de son père sur le fait de ne pas montrer de peur face aux agresseurs. « Menteur », s'approche Blake Reynolds. Mon père a reçu un appel pour un incident avec un étudiant boursier. De qui d'autre s'agirait-il? Ce que les garçons ne savent pas, c'est qu'à la base militaire de Fort Chandler, le général Victor Bennett a déjà mis en place une opération silencieuse. Rappelé à la hâte d'une mission internationale, Bennett avait rassemblé son équipe de confiance, d'anciens militaires qui le suivraient sans poser de questions. « Messieurs, dit Bennett aux 3 hommes dans sa pièce sécurisée, ce n'est pas une opération officielle, c'est personnel. C'est une affaire personnelle. » Sur l'écran numérique, des photos des familles Whitley, Reynolds et Collins apparaissent, ainsi que des données financières, des relevés téléphoniques et des informations personnelles auxquelles aucun civil ne peut avoir accès. « Notre mission n'est pas de causer des dommages physiques, » explique Bennett, le regard aussi froid que l'acier. « Nous allons faire éclater la vérité. Nous allons démanteler le système qui permet à ces garçons de faire du mal à ma fille. » Son assistant, le major Ray, lève la main. « Général, permettez-moi de parler librement. Êtes-vous sûr de vouloir utiliser les ressources militaires pour une affaire personnelle ? » Bennett fixe son subordonné. « Je n'utilise pas les ressources officielles. J'utilise mes contacts. Et quand il s'agit de la sécurité de ma fille, il n'y a pas de limite que je ne franchirai pas. » De retour à Westmont, Zoé reçoit un message énigmatique. Le colis arrive dans 20 minutes. Soyez prêts. VB. 20 minutes plus tard, une femme élégante en uniforme de livraison entre dans le bureau de l'école.
J'ai un colis pour Mademoiselle Parker, annonce-t-elle en tendant une enveloppe à la réceptionniste. Lorsque Zoé fut appelée, elle trouva à l'intérieur de l'enveloppe un smartphone dernier cri avec une simple note. Communication sécurisée. Déjà configurée. Détruisez cette note. Alors qu'elle rentrait chez elle, son nouveau téléphone a vibré. C'était un appel vidéo de son père. « Papa », murmure-t-elle, voyant le visage familier de Victor Bennett pour la première fois depuis des mois. « Je suis en route, Zoé », dit-il, son ton calme cachant la fureur qu'il ressentait en voyant l'hématome sur le visage de sa fille. « Mais avant d'arriver, il faut que tu comprennes quelque chose. Ce que je vais faire, ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. C'est de la justice. » Zoé acquiesça, ressentant un mélange de soulagement et d'appréhension. Son père continua, détaillant des instructions précises sur ce qu'elle devait faire au cours des prochaines 24 heures. Après-demain, le collège Westmont ne sera plus jamais le même. Et ses enfants apprendront que leurs actes ont des conséquences, quelle que soit la puissance de leurs parents. Pendant ce temps, au manoir de la famille Whitley, Ethan reçoit une étrange livraison. Un petit paquet sans expéditeur contenant seulement un bouton d'uniforme militaire et une note avec 2 mots « Je regarde ». Le lendemain matin, un changement subtil s'opère au Westmont College. Des caméras de sécurité supplémentaires avaient été installées pendant la nuit, non pas par l'administration, mais par une équipe invisible opérant dans l'ombre. Les nouvelles caméras, imperceptibles à l'œil non averti, ont filmé chaque espace où les privilèges avaient l'habitude de cacher les abus. Zoé Parker a franchi les portes de l'école avec une attitude différente. Elle ne marchait plus la tête baissée, mais avec la détermination calme de quelqu'un qui savait qu'elle n'était plus seule. À côté d'elle, Olivia discute avec animation, apparemment inconsciente des regards qui les suivent. Dans la salle des professeurs, la directrice Harper tenait une réunion d'urgence, son visage habituellement impassible montrant des signes de tension. « J'ai reçu un appel du superintendant Whitley ce matin », dit-elle en ajustant nerveusement ses lunettes. « Quelqu'un enquête sur nos pratiques disciplinaires. Le ministère de l'Éducation a reçu un dossier anonyme sur des irrégularités à Westmont. Les professeurs échangent des regards inquiets. Beaucoup savaient exactement ce que signifiaient les irrégularités. Des années passées à fermer les yeux sur le comportement des enfants des familles puissantes. Nous devons être extrêmement prudents aujourd'hui, poursuit Harper. Il faut éviter tout incident, en particulier avec l'étudiante Parker. Apparemment, elle a des relations que nous ne connaissions pas. Le professeur Matthews, nouvellement embauché, fronce les sourcils. Des relations ? Nous parlons d'une adolescente qui a été agressée. Ne devrions-nous pas discuter de la façon de protéger les étudiants ? Harper lui lance un regard glacial. Professeur Matthews, vous ne comprenez peut-être pas encore comment fonctionne Westmont. Certaines familles investissent beaucoup dans notre institution, et en retour, nous attendons une certaine compréhension du comportement de leurs enfants. Sur le parking de l'école, un homme de grande taille à l'allure militaire a garé une discrète berline noire. Victor Bennett ne porte pas d'uniforme, mais sa coupe de cheveux précise et sa posture impeccable trahissent ses années de service. Pour tout observateur, il avait l'air d'un riche papa de plus en visite dans l'institution. À la réception, il sourit poliment. « Victor Bennett. J'ai rendez-vous avec le principal Harper. » La secrétaire cligna des yeux, confuse. « Je ne vois rien dans votre agenda, monsieur. » Bennett se penche légèrement. « Vous devriez peut-être vérifier à nouveau. Il s'agit d'un poste vacant au conseil d'administration. Donation substantielle. » Les mots magiques ont fonctionné. En quelques minutes, il fut escorté jusqu'au bureau du directeur. « Monsieur Bennett, c'est un plaisir de vous accueillir, » dit Harper en lui faisant signe de s'asseoir. « Je dois avouer que votre offre de don m'a surpris. » Bennett sourit, un sourire qui n'atteint pas ses yeux calculateurs. « J'aime connaître personnellement les organisations que je soutiens. Je suis particulièrement intéressé par la façon dont vous gérez les situations de harcèlement, par exemple. » Harper déglutit. « Westmont a une politique de tolérance zéro pour les brimades, bien sûr. » « C'est vrai. » Bennett ouvre son dossier et en sort quelques photos. « Alors je suppose que l'incident d'hier a déjà donné lieu à des punitions sévères. » Les photos montraient Ethan en train de frapper Zoé. Harper pâlit. « Comment, d'où tenez-vous cela ?»« Disons que j'ai des ressources, » répondit doucement Bennett. « Tout comme j'ai des documents financiers montrant le détournement du fonds de bourse de l'école. » Dans le couloir, Ethan et ses amis s'approchaient du casier de Zoé, préparant manifestement une nouvelle intimidation. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que le professeur Matthews se tienne là. « Il y a un problème, les garçons ?» demande Matthews en regardant la bague au doigt d'Ethan. « Je ne fais que passer, professeur, »
répond Marcus en souriant faussement. Quelle coïncidence, dit une voix féminine derrière eux. Le vice-principal Shen, qui avait toujours semblé indifférent aux abus, observait les garçons avec un intérêt inhabituel. Le principal Harper veut les voir tout de suite. Dans le bureau, ils trouvèrent Harper visiblement ébranlé, assis à côté d'un inconnu dont les yeux froids les analysaient comme un prédateur. « Asseyez-vous » ordonna l'homme, d'une voix calme mais sans appel. « Qui êtes-vous » demanda Blake, en essayant de prendre un air de défi. « Je m'appelle Victor Bennett. Le général Victor Bennett. Et vous avez agressé ma fille hier. » Le sang s'écoule du visage d'Ethan alors que la prise de conscience le frappe. Le bouton militaire, la note, ce n'était pas une blague. Le principal Harper m'a expliqué que Westmont allait immédiatement prendre des mesures sévères à votre encontre, poursuit Bennett. Mon père ne le permettra jamais, protesta Ethan. Le sourire du général s'élargit, au contraire. Votre père est très occupé en ce moment. Bennett montra une photo du superintendant Whitley, l'air contrarié, lors d'une réunion avec des agents fédéraux. Votre père explique certaines irrégularités fiscales découvertes dans ses comptes. Le maire Reynolds et M. Collins sont dans une situation similaire. La porte s'ouvre et Zoé entre avec Olivia. Leurs regards se croisent, Zoé et son père, dans un moment de reconnaissance silencieuse. « Ce sont les garçons qui t'ont fait du mal ?» demanda Bennett, sa voix s'adoucissant. Zoé acquiesce, regardant Ethan sans crainte pour la première fois. « Tu ne t'en sortiras pas comme ça » murmure Marcus à Zoé. Le général a compris le murmure. Sans hésiter, il s'approcha de Marcus. « Fils, dit Bennett à voix basse, je viens d'abattre des régimes plus organisés que votre petite dynastie de banlieusards avant le petit déjeuner. Ne me mets pas à l'épreuve. » À ce moment-là, les téléphones des trois hommes vibrent simultanément. Chacun a reçu la même vidéo. Leurs parents sont escortés hors de leur bureau par les autorités, tandis que les journalistes captent chaque seconde de leur humiliation publique. La toile méticuleusement tissée par le général Bennett était complète, et les intouchables de Westmont découvrirent, trop tard, que personne n'est vraiment au-dessus des conséquences. Le Westmont College ne sera plus jamais le même après ce matin-là. Les couloirs, jadis dominés par des rires étouffants, résonnaient désormais de conversations plus modérées, les étudiants observant avec stupéfaction la transformation vertigineuse des structures de pouvoir qu'ils considéraient comme inébranlables. Dans une salle de réunion improvisée, le général Bennett est assis devant des représentants du Conseil de l'éducation de l'État. Sur la table, des documents méticuleusement organisés révèlent des années de favoritisme, de détournement de l'argent des bourses d'études et d'ignorance systématique des cas d'intimidation. Ce n'est pas seulement le cas de Zoé qui est discuté, mais aussi celui de dizaines d'autres élèves marginalisés qui vont enfin pouvoir s'exprimer. Ces dossiers font état d'une discrimination systématique, a expliqué M. Bennett avec la précision d'un stratège militaire. Le principal Harper a reçu au moins 18 plaintes officielles pour harcèlement au cours des 2 dernières années. Toutes ont été ignorées lorsqu'elles concernaient des enfants de donateurs. Dehors, dans la cour centrale, Zoé observait les groupes d'étudiants qui commentaient les nouvelles qui faisaient rage comme une traînée de poudre. Le surintendant Whitley démis de ses fonctions est soumis à une enquête pour fraude. Le maire Reynolds qui, dans une conférence de presse désespérée, niait toute implication. Le manoir des Collins perquisitionné par des agents fédéraux. « Ton père est incroyable », commente Olivia en s'asseyant à côté de Zoé. Tout le monde parle de la façon dont il a mis la ville sens dessus-dessous en une seule journée. Zoé sourit et touche doucement l'échymose sur son visage qui commence à s'estomper. Il disait toujours que la stratégie ne consistait pas à savoir qui avait le plus de force, mais à utiliser les faiblesses de l'adversaire contre lui-même. Dans le bureau du vice-principal Shen, nommé directeur par intérim après la démission immédiate de Harper, un comité d'urgence avait été formé. Le professeur Matthews a coordonné la révision de toutes les politiques disciplinaires de l'école, tandis que Shen a signé les ordres de suspension pour Ethan, Blake et Marcus. L'audience du conseil scolaire aura lieu la semaine prochaine, explique Shen à Zoé et à sa mère Diana. Vous aurez l'occasion de présenter votre témoignage complet. Je veux que vous sachiez que Westmont s'est engagé à apporter des changements fondamentaux. Diana Parker, qui n'a pas encore digéré les événements extraordinaires, serre la main de sa fille. Je n'avais jamais imaginé que nous obtiendrions justice aussi rapidement. Pendant ce temps, au poste de police de la ville, les patriarches des 3 familles les plus puissantes de Rivercrest attendaient, incrédules, la fin de l'interrogatoire préliminaire. Gregory Whitley, d'ordinaire impérieux, semblait diminuer sans son entourage habituel de conseillers. Comment a-t-il obtenu ces documents? Marmonne-t-il à l'adresse de Lawrence Reynolds, qui semble tout aussi abasourdi. Ces informations se trouvaient sur des serveurs protégés. Vous ne comprenez toujours pas, répond un inspecteur de passage,
Bennett n'est pas un général comme les autres. Pendant des années, il a commandé des opérations de renseignement qui ont renversé des dictateurs. Vous pensiez vraiment pouvoir dissimuler l'agression de sa fille et vous en tirer à bon compte? Chez les Parker, Victor Bennett organise ses documents tout en expliquant à Zoé et Diana la marche à suivre. Contrairement au stratège impitoyable qui avait démantelé un système corrompu, il n'était plus qu'un père soucieux du bien-être de sa fille. Les accusations portées contre les familles Whitley, Reynolds et Collins ne sont qu'un début, explique-t-il. La chose la plus importante maintenant est de réformer le système scolaire. Pour cela, nous avons besoin de ta voix, Zoé. Ma voix. Tu as la possibilité de conduire des changements à l'école. Le conseil met en place un comité d'élèves doté d'un réel pouvoir pour superviser les cas de harcèlement et de discrimination. Tu serais la représentante idéale. 3 semaines plus tard, Zoé monte sur la scène de l'auditorium de Westmont pour l'Assemblée générale. L'hématome avait disparu, mais l'expérience avait laissé des traces invisibles qui l'avaient rendue plus forte. Plus de 500 étudiants l'ont observée dans un silence respectueux, et beaucoup d'entre eux ne lui avaient jamais parlé auparavant. « Ce qui m'est arrivé n'est pas un cas isolé », dit sa voix ferme dans l'auditorium. Pendant des années, les étudiants boursiers et les étudiants issus de minorités ont souffert en silence, tandis qu'un système protégeait les auteurs de ces actes. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle ère à Westmont. Une ère d'égalité, de respect et de véritable méritocratie. Dans les derniers rangs, Victor Bennett regarde fièrement. À ses côtés, Diana sourit en retenant ses larmes. « Je n'ai jamais voulu qu'elle voie ce côté de toi », murmure Diana. Le stratège impitoyable. Elle avait besoin de voir que la justice n'est pas un concept abstrait, a répondu Bennett. C'est quelque chose pour lequel nous nous battons en utilisant tous les outils à notre disposition. À partir de ce jour, le Westmont College est devenu un modèle de réforme de l'enseignement. Ethan, Blake et Marcus sont transférés dans des écoles militaires, où des règles strictes et des conséquences réelles leur apprennent enfin le sens de la responsabilité. Leurs familles, autrefois intouchables, doivent maintenant faire face à des poursuites judiciaires et au jugement de l'opinion publique. Ce qui est devenu évident pour tous les habitants de cette petite ville, c'est que le pouvoir sans responsabilité finit par rencontrer son ennemi, parfois sous la forme d'un général 4 étoiles qui a prouvé que la véritable force ne réside pas dans l'intimidation des plus faibles, mais dans l'utilisation de l'intelligence stratégique pour transformer des systèmes corrompus. Si cette histoire vous a incité à réfléchir à la manière dont nous pouvons lutter contre les injustices dans notre société, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires comme celle-ci. Après tout, la véritable leçon que nous tirons de Zoé et de son père est que, face à des systèmes injustes, ce ne sont pas les ressources qui déterminent la victoire, mais le courage de faire le premier pas et la stratégie qui permet de transformer l'indignation en véritable changement.